donc un renforcement des mesures pour éviter les regroupements. Le couvre-feu, 21h, 4h du matin. Le confinement, le dimanche. La limitation de la circulation de Tahiti vers les archipels pour les réserver aux personnes vaccinées ou qui ont un test négatif. Et le maintien des contrôles à l'arrivée à l'aéroport. La guerre contre le variant Delta monte d'un cran, les autorités ont pris la parole. De nouvelles mesures, vous venez de les entendre, principalement un confinement le dimanche à Tahiti et Moorea. Partout au niveau de la santé publique, on fait face. Il y a 1400 cas actifs sur le territoire ce soir. La réserve sanitaire arrive la semaine prochaine. Conséquence de la multiplication des virus, les Américains placent désormais la Polynésie sur la liste rouge des pays à éviter. Un coup dur, d'autant que les Américains ont appétence pour le Fénois. Ils appelaient ça « The Revenge Covid ». Toutefois, les relations aériennes continuent. Cette seconde vague, un nouveau défi aussi lancé aux acteurs économiques, et ce alors que nos indicateurs avaient repris des couleurs. Nous irons écouter le pouls des entreprises. Frédéric Doc, le responsable du MEDEF, nous attend à Papeete. À tout à l'heure. Aller au plus près, la direction de la santé déplie ses ailes pédagogiques pour faire comprendre l'importance de la vaccination. Aujourd'hui, les agents sanitaires ont pris le bateau entre Tahiti et Moorea. Des médecins les accompagnaient car il y a eu des volontaires pour recevoir le vaccin. Le vaccin, c'est un rempart. Dans ce contexte-là, la vie continue. Quand on a 11 ans, on espère embrasser l'existence avec toute l'espérance de l'adolescence. La rentrée, c'est une manière de grandir. Nous irons dans les collèges d'Aro et de Rorutu rencontrer les petits sixièmes. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour le journal de la première. Le haut-commissaire nous l'avait dit sur notre plateau, c'était lundi soir, des nouvelles mesures pouvaient être décidées rapidement. C'est donc chose faite avec le président du pays. Ils n'ont pas caché la gravité du moment sanitaire et de l'instant citoyen. Le confinement, le dimanche, est acté. Explication de Dominique Serin lors de la conférence de presse. Le couvre-feu sera complété à Tahiti et Moorea par un confinement le dimanche. Alors le confinement, ça signifie que pendant la journée de confinement, on ne peut pas sortir de chez soi, sauf pour des raisons, de la même façon que pendant la période de couvre-feu, pour des motifs impérieux liés à des obligations professionnelles, familiales ou de santé, qui ne peuvent pas être différées. Ainsi, l'état d'urgence sanitaire décidé par le Conseil des ministres à Paris a donc eu ses premières traductions ici. Hier soir, vous aviez vu d'ailleurs l'arrêté signé par le Premier ministre, M. Castex. Donc, les mesures, les voici. Le couvre-feu, on le savait déjà, mais aussi, vous l'avez entendu, le confinement le dimanche à Tahiti et Moorea. Il faudra rester à la maison. Par ailleurs, pour embarquer dans un vol intérieur à destination d'une île, il faudra présenter un certificat de vaccination ou bien un test négatif. Et toutes les manifestations sportives ou culturelles sont désormais interdites sur l'ensemble du territoire. Un week-end donc sous le sceau du confinement dès samedi soir à 21h. La Polynésie renoue avec des mesures drastiques pour contenir la vague. C'est une mesure annoncée par les autorités. Caroline Fary est dans les rues de Papeete. Une idée de l'ambiance et des réactions après ces dernières nouvelles données par les autorités du pays et de l'État. Bonsoir. Alors écoutez Stéphane, je viens d'arriver sur la place Vaiete où beaucoup de gens sont attablés en train de manger. Les tenanciers de roulotte sont très très occupés, donc ils ne veulent pas trop me parler. Par contre, je vais m'approcher de cette table où ces personnes attendent pour dîner. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Alors vous savez qu'il y a un couvre-feu qui entre en vigueur à minuit tout à l'heure. Minuit? Oui. Ah, nous avez dit 21h. Alors 21h, c'est à partir de demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Il vaut mieux un couvre-feu qu'un confinement. Alors le confinement, ce sera le dimanche ici. Il y a une journée de confinement, le haut-commissaire et le président viennent d'annoncer ça. On sera partis. Tant mieux pour nous, mais on est touristes. Voilà. On sera partis, mais c'est dommage. Et vous allez en France? Ah oui, on retourne en France. Et en France, vous risquez un confinement aussi? Je ne sais pas et je ne l'espère pas non plus. Parce qu'on a déjà subi ça et puis c'est une catastrophe, économiquement et tout. Merci beaucoup. On va aller s'approcher d'une autre table. Messieurs, dames, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Le couvre-feu entre en vigueur à minuit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? À minuit, oui, c'est à minuit. Oui. Après, on est de passage, on est touristes. Donc on n'est pas trop impacté par la mesure. Et vous allez rentrer, il n'y aura pas de couvre-feu en métropole, pas de métro. Pour l'instant, pas encore. Très bien, merci beaucoup. Nous allons essayer d'aller interviewer une personne qui tient
une roulotte. Je vous propose de me suivre. Ils sont très occupés. Donc, je ne sais pas si ils vont nous accueillir. Madame, bonjour, bonsoir. S'il te plaît. Derrière, s'il te plaît. S'il te plaît. Le couvre-feu. Elles sont plus accessibles qu'elles sont côté. Elles sont plus accessibles. Oui, madame, tout le monde en est occupé là. Le couvre-feu tout à l'heure. Vous voyez, peu de personnes veulent réagir. Nous avons eu des touristes qui, eux, ne sont pas spécialement concernés. Les tenanciers de roulotte sont très très occupés ce soir. En tout cas, le couvre-feu entre en vigueur à minuit. Et puis à partir de demain, ce sera à 21h jusqu'à 4h du matin, Stéphane. Merci Caroline pour cet exercice en direct depuis le centre de Papeete. Nous sommes au cœur du cyclone épidémique, pas d'accalmie, les chiffres s'emballent encore et toujours. 942 cas en plus en une journée, 5 décès supplémentaires, 198 personnes sont à l'hôpital, 28 sont placées dans les services de réanimation. Ces chiffres sont à retrouver sur notre site internet Polynésie, la première. Et un peu de soulagement dans les ressources humaines. Les personnels et la direction de l'hôpital le demandaient. 12 infirmiers de la réserve sanitaire arrivent de métropole en début de semaine prochaine. Également, une quarantaine de personnels médicaux arrivent de Nouméa. La première moitié sera sur le territoire de Polynésie dès mercredi prochain. Durée du séjour, 1 mois ici avec nous. Les États-Unis déconseillent à leurs ressortissants de voyager vers la Polynésie. La cause, évidemment, la crise sanitaire actuelle. Les autorités locales s'y attendaient, mais les vols continuent tout de même entre les deux pays. Reportage avec Brigitte Olivier et Nicolas Suire. 2 organismes américains classent les destinations touristiques. La CDC pour les conditions sanitaires et le département d'État pour les conditions de voyage. Les 2 coordonnent leur notation qui est réévaluée toutes les 3 semaines. La Polynésie a été déclassée dans la liste des pays fréquentables, ce qui n'étonne pas au ministère du Tourisme. Situation prévisible avec la flambée de Covid actuelle, mais les répercussions ne sont pas encore sensibles. Pour les jours à venir, il est encore trop tôt pour évaluer l'impact de cette réévaluation. Cependant, nous notons quand même un maintien des réservations actuelles et aussi le déplacement de personnalités américaines sur le territoire. Nous allons recevoir dès jeudi, par exemple, le gouverneur de l'État d'Utah qui vient passer ses vacances en Polynésie. Donc il y a encore la confiance des voyageurs américains dans le protocole de la destination et dans l'image d'une destination isolée et dont la typologie des hébergements permet la distanciation physique des voyageurs. Au consulat, la décision américaine de dissuader les touristes de venir n'est pas non plus considérée comme désastreuse pour 2 raisons. Ça prend à peu près 15 jours pour revenir dans le bon sens une fois que la situation est contrôlée. Par contre, ce qu'il faut quand même voir, c'est que si vous regardez bien, Tahiti et la Polynésie française est la seule destination du Pacifique Sud qui est ouverte en ce moment. Donc, malgré ce découragement administratif, je pense que les gens vont quand même venir en abondance à Tahiti parce qu'ils en ont assez de rester dans le même lieu et sans bouger. Enfin, on le sait, les touristes ne passent pas leur vie à scruter les chiffres du département d'État. Il ne serait que 30% à les consulter. Mais il ne faudrait pas que la situation s'aggrave, auquel cas la Polynésie replongerait dans le marasme. Et une information, 99% des touristes américains qui viennent ici au Fénois sont vaccinés. Nous allons parler justement d'économie, un chiffre pour continuer ce journal, avec le coût de la crise estimé à plus de 3,4 milliards de francs pacifiques. Évidemment, cette seconde vague arrive avec un spectre très inquiétant au niveau de la vie entrepreneuriale. Nous allons rejoindre Frédéric Doc, c'est le responsable du MEDEF ici. Bonsoir Monsieur Doc, merci d'être avec nous. Première question, ces mesures, évidemment, elles arrivent. On les attendait tous, mais quel est votre regard en tant que responsable du mouvement entrepreneurial ici sur le territoire ? Oui, bonsoir. Tout d'abord dire qu'on est, comme tout le monde, sous le choc de la situation sanitaire, que personne n'attendait à voir se dégrader en quelques jours. Donc on pense forcément déjà aux familles, au personnel soignant, aux structures hospitalières, à tous les gens qui aujourd'hui sont au front. Encore une fois, malgré le fait qu'ils se soient préparés à ça, que
Le gouvernement le rappelait, on a investi des milliards à se préparer, à préparer notre système de santé. Et malgré ça, aujourd'hui, on est en plein dans cette crise qu'il va falloir affronter et qu'il va falloir affronter tout en préservant notre économie. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire justement pour les acteurs économiques? C'est un coût supplémentaire à un moment où on reprenait un petit peu de force sur ce terrain de boxe? Alors, vous avez noté dans les déclarations du haut-commissaire et de celles du gouvernement c'est une de leurs premières préoccupations, bien sûr, après la situation sanitaire, c'est de maintenir l'économie. Aujourd'hui, ils n'ont pas décidé de faire de confinement. On va en discuter, ils nous invitent à en discuter très vite vendredi matin. Quelles seront les mesures, les ajustements qui vont permettre d'assurer un minimum de continuité de l'activité, et on pense évidemment à notre tourisme, sans mettre en risque et en péril le reste de la population. Donc c'est un travail qu'il va falloir faire ensemble. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus, puisque ça fait déjà plus d'1 an et demi qu'on vit avec. Donc il ne s'agit pas de tout arrêter, parce que si on arrête tout, on ne financera plus rien, y compris nos systèmes de santé. On sait que l'État, par la venue du président Macron ici, a annoncé l'arrivée d'un prêt de 35 milliards. Que doit devenir cet argent? Il faut investir dans des grands travaux, dans des logiques un peu structurantes, façon New Deal, Keynes des années 30 aux États-Unis, c'est votre vision? Alors, il y a 2 types d'urgences. Effectivement, il y a l'équilibre de nos régimes sociaux, c'est une partie du prêt, des fameux 30 milliards. Et puis il y a le plan de relance sur lequel on travaille depuis la fin de l'année dernière, pour lequel des réunions ont repris ces dernières semaines. Et ça y est, on est dedans. Les premiers milliards, on va dire, sont devant nous. Le gouvernement n'a pas attendu pour anticiper toutes ces mesures. Et donc, on y travaille. Et c'est pour ça que je tiens d'ailleurs à signaler, laissons le gouvernement, avec l'État, travailler. Et par pitié, arrêtons toute forme de polémique aujourd'hui. Ne pointons du doigt que ceux qui ne sont pas vaccinés, mais n'empêchons pas ceux qui prônent la vaccination et qui travaillent à la sauvegarde de notre économie de travailler aujourd'hui. C'est vraiment le message que je souhaite passer. Donc on était dans un cercle un petit peu vertueux, 7% d'emplois en plus, mais quand on compare à 2019, on en a perdu quasiment 6%. Est-ce qu'on peut arriver à maintenir l'emploi, qui est évidemment un élément important des équilibres socio-économiques et surtout des réalités humaines de ce territoire? Alors ça ne suffira pas, l'argent ne fait pas tout. Il faut travailler sur l'insertion, il faut travailler sur les règles du jeu, sur le code du travail en particulier. C'est un travail aussi qu'on a commencé à faire avec le gouvernement. Il n'est pas abouti, mais je pense que ces événements vont faire prendre à tout le monde conscience qu'il va falloir faire des efforts et qu'il va falloir changer fondamentalement notre manière de voir les choses. Et donc c'est pour ça qu'on a là aussi des rendez-vous à prendre avec le gouvernement et avec les syndicats aussi sur la manière dont on peut entraîner notre jeunesse aujourd'hui à l'activité. C'est vraiment ça l'objectif. Et c'est vrai que l'argent ne suffit pas, il faut aussi accompagner notre jeunesse. Oui. Pour parler clair, ça veut dire flexibiliser le contrat de travail, donner plus de souplesse aux entreprises. Et là, évidemment, il y aura les syndicats face à vous. C'est pas du tout la doctrine et la culture syndicale. Il va falloir qu'elle change. Il va falloir qu'elle change. Aujourd'hui, une entreprise, elle s'adaptera à la situation. Moi, je ne pense pas aux entreprises quand je dis ça. Je pense à notre jeunesse qui cherche du boulot et qui aujourd'hui n'en trouve pas. Et donc, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Une entreprise, elle se débrouillera toujours. Si elle doit survivre, elle doit réduire, elle licenciera s'il faut. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'insertion. Le sujet, c'est comment on emmène nos jeunes aujourd'hui à une activité sociale qui leur permet de s'intégrer dans la société. Et là-dessus, on travaille avec le ministère de la Solidarité. Il faut qu'on aille au bout de cette démarche. Il y a des lois qui sont en préparation et l'expérience des entreprises doit permettre de les accompagner dans cette transformation. Et ça dépasse largement le problème des syndicats. C'est un problème de société aujourd'hui. Très rapidement, pour conclure, on vous sent vraiment combatif. Vous ne renoncez pas, vous êtes en haut de la barricade. Oui, bien sûr. Et en plus, je crois vraiment le passage du président Macron nous a apporté beaucoup d'espoir, mais aussi concrètement des capacités de nous accompagner. Et le gouvernement, encore une fois, il y a travaillé. Aujourd'hui, il est rassuré dans les moyens qui lui sont donnés par l'État et il va pouvoir les utiliser pour qu'enfin ce plan de relance prenne toute son ampleur. Il a commencé, mais il faut qu'il aille encore plus vite. Et j'espère que cette crise nous motivera tous à aller plus vite et plus loin encore que ce qu'on avait déjà écrit ensemble il y a quelques mois. Merci beaucoup, Monsieur Doc, d'avoir répondu aussi rapidement à nos questions après les annonces faites par les autorités du pays et l'État. Bonne soirée, à une prochaine fois.
À signaler également que le Conseil des ministres a travaillé aujourd'hui sur un projet de loi de pays relatif à la vaccination. Cette dernière va s'imposer à certains secteurs d'activité. En voici la liste établie telle que le pays nous l'a envoyée. Établissements de prévention et de soins, hébergements sanitaires et sociaux, également les officines de pharmacie et la police et les pompiers. Affaire à suivre pour ceux-ci devant l'Assemblée dans les jours et les semaines qui arrivent. Nous étions hier soir à l'intérieur de l'hôpital, des images poignantes. Vous en avez le souvenir, la Covid-19 est un virus qui fait d'énormes dégâts. Les personnels des services de réanimation vivent au plus près une bataille de tous les instants avec une intensité jamais connue au Fénois jusque-là. Plus de 40% des lits du Tahonais sont occupés par les malades touchés par le variant Delta. Laure Baudouin est le médecin-chef du service. Nous l'écoutons. Pour aujourd'hui dans la réanimation, c'est 49 ans. La dernière fois, on était à plus près des 60 ans. Donc effectivement, on a énormément de patients qui ont moins de 40 ans, là, qui sont actuellement dans nos murs et qui arrivent avec des grosses détresses respiratoires. Des 22 patients, ils sont tous en état critique là actuellement. C'est une question de vie ou de mort? C'est une question de vie ou de mort pour tous nos patients, oui. Ils sont tous en détresse respiratoire. Ils ont tous des besoins d'oxygène énormes. On leur apporte le maximum, mais même le maximum n'est pas toujours suffisant vu l'état de leurs poumons. Ça me gêne d'avoir des gens qui viennent dans mon service parce qu'ils ne se sont pas vaccinés, qu'on aurait pu éviter ça. Ça me gêne de voir des gens aussi jeunes qui risquent leur vie parce qu'il n'y a pas eu de vaccination. Ça aurait protégé en partie leur état. Et puis après, quand on voit les jeunes, mais on voit aussi tous les patients plus âgés qui ont été contaminés parce qu'ils ne se sont pas vaccinés, parce qu'il y a des contaminations intrafamiliales. Tout le monde est sur le front véritablement au niveau de la santé et la coordination continue d'ailleurs entre tous les acteurs publics de la santé. Tenir ensemble comme un pack et continuer à sauver des vies. Une réunion de crise a eu lieu aujourd'hui, cet après-midi même, avec la direction de la santé, l'hôpital et la plateforme Covid avec un mot d'ordre, tous unis. Nous écoutons Daniel Pogna. Nous continuons à travailler dans nos centres de vaccination. Nous travaillons également avec les entreprises du pays. Là où il y a un quota suffisant à partir de 50 salariés, j'organise une vaccination in situ. C'est-à-dire que je me déplace avec une équipe pour vacciner les salariés. Et les entreprises qui ont un effectif réduit, je facilite l'accueil de les salariés dans nos centres de vaccination de proximité. Donc on fait tout pour ça et on va continuer à le faire. Je voudrais également ajouter que nous allons également dans les quartiers vacciner. C'est la vaccination de proximité. Bref, également aussi un appel au civisme. Alors on va ouvrir une page invitée en studio, une habitude qu'on va reprendre malheureusement vu les circonstances. Nous recevons ce soir le docteur Didier Bondou, vous le savez, c'est le président du syndicat des médecins libéraux de Polynésie. Alors docteur, bonsoir, merci d'être ici. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez des annonces faites aujourd'hui par les autorités? Est-ce que ça va dans le bon sens, notamment pour casser ces fameuses chaînes de contamination? Ça va évidemment dans le bon sens. Tout ce qui peut ralentir la circulation de ce virus, de la Covid, et donc de la circulation des gens, malheureusement, il faut le parler comme ça, parce que le virus ne circule pas tout seul, il est bien porté par les patients, va dans le bon sens, c'est une évidence. Et est-ce qu'il faut encore aller plus loin dans l'intensité des restrictions de mouvement ou pas? Je pense que déjà, c'est une bonne chose, tester les gens qui retournent dans leurs îles pour éviter la propagation virale dans les îles éloignées, ça me paraît effectivement une évidence. Ensuite, c'est vrai qu'on insiste, et on voit bien les reportages sont là, et je pense que seuls les chiffres comptent, et ça c'est à l'international, où que l'on soit, on voit bien que les gens hospitalisés gravement dans les réanimations sont pour l'immense majorité les gens non vaccinés. Donc j'en appelle encore ici aux gens à aller se faire vacciner. Nous médecins, on préfère avoir une vague de gens qui vont au vaccinodrome qu'une vague de gens qui intègrent les services de réanimation. Une question tout à l'heure, dans le reportage, le représentant des États-Unis ici avait espérance qu'en 15 jours, 3 semaines, on puisse casser cette dynamique. J'aimerais avoir cet optimisme, mais on voit bien que on en apprend un petit peu tous les jours avec ce virus. Ce variant est extrêmement contagieux. Tout le problème n'est pas d'empêcher le virus de venir sur le Fénois, il est déjà là. L'important, c'est de ralentir cette vague au maximum. Donc effectivement, on voit bien, l'hôpital est surchargé. Dans les îles comme la Martinique, c'est une catastrophe. Il faut absolument ralentir au maximum cette propension à se développer du virus. Également, au niveau des études qui sont menées sur l'ensemble des pays, on a vraiment aussi un côté un peu qui décloisonne le rapport à la maladie et à la mort. On a l'impression qu'effectivement, le vaccin protège. Il y a la vague en termes de chiffres, mais il n'y a pas cette dimension d'urgence absolue, notamment par rapport aux réanimations. Il y a vraiment, par rapport à la première vague, un élément qui s'est un petit peu décloisonné. Oui, c'est vrai.
C'est vrai, mais il ne faut jamais oublier que souvent on entend un petit peu ce discours-là, le vaccin n'empêchera pas d'attraper éventuellement la maladie. Toute la problématique et la propension à faire qu'un nombre très important de patients déferlent au même moment à l'hôpital. Les centaines de patients qui sont actuellement à l'hôpital seraient bien plus faciles à gérer sur plusieurs semaines que sur quelques jours. Docteur, il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui sur la page Facebook de la première. Une première question de Milan. Nous sommes 5 à la maison. Quelqu'un est porteur du virus. On a tous fait un test sérologique. Aucun n'est malade. Comment est-ce possible, c'est la question? Soit ils ont été particulièrement sérieux sur la distanciation et mis cette personne malade de l'autre côté de la maison, soit les tests posent problème. Mais la sérologie, c'est effectivement une prise de sang pour voir si on a des anticorps et si on a développé ou pas la maladie. Je pense qu'il y a un biais dans la question. Une question qui concerne le vaccin. Et là, c'est Carole qui est un petit peu surprise. Elle dit, voilà, mon frère est vacciné, pourtant il a contracté le variant sous une forme grave. Comment on l'explique? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. D'abord, il faut savoir dans quel état est le frère en question. Est-ce que c'est un patient avec des multirisques? En particulier, il y a des patients qui sont sous traitement immunosuppresseur. Donc, par définition, le traitement annihile un petit peu la réaction immunitaire des patients. On comprend bien que chez ces gens-là, la vaccination est beaucoup moins efficace. Ceci étant, ça n'empêche pas d'attraper la maladie. Mais j'insiste, ça représente un pourcentage infiniment bas par rapport aux gens non vaccinés hospitalisés. Est-ce que l'étude de l'Institut Pasteur qui dit que lorsqu'on est vacciné, on a une capacité de transmettre le virus 2 fois moins qu'une personne normale, est-ce que d'autres organismes internationaux confirment justement cette tendance dessinée par les chercheurs Pasteur? C'est une tendance qui avait déjà été montrée par une étude anglaise. C'est entre 2 et 3%, entre 2 et 3 fois moins de patients qui sont contaminés par les gens vaccinés. Question également qui concerne quelqu'un qui a eu le Covid il y a 8 mois. Avec une première injection, pourquoi est-ce qu'il doit faire une deuxième injection ou pas? 8 mois, est-ce que c'est un temps de latence qui oblige à être comme un primo-vaccinant? Tout à fait. Pour le moment, il est décidé, en tout cas, les règles un petit peu de la vaccination sont là. On attend 6 mois après le Covid pour la première injection. On s'en arrête là. C'est vrai que si on dépasse ces 6 mois, il vaut mieux faire un schéma vaccinal classique. Complet. Alors quelqu'un, c'est Shalom, qui habite dans une maison. Ils sont 3 à avoir les symptômes. Ils sont 4, ils ont passé des tests PCR avec chaque fois un résultat négatif. Est-ce qu'ils sont vraiment fiables à 100%? Non, le test PCR n'est pas fiable à 100%. D'ailleurs, si les gens regardent un petit peu le résultat complet émis par le laboratoire, seule la clinique est importante. C'est-à-dire qu'on peut avoir des PCR dits négatifs. Si les patients ont une clinique évocatrice du Covid, il faut considérer qu'ils sont Covid positifs. Une question aussi très intéressante parce qu'on a 4200 cas actifs ce soir. Est-ce qu'il n'est pas risqué, nous demande Vaïva, de faire une deuxième injection lorsqu'on est cas contact? Est-ce qu'il vaut mieux attendre? Non, au contraire, cas contact, il faut distinguer le cas contact avec des symptômes et sans symptômes. Si le cas contact est asymptomatique, il faut absolument se faire vacciner et rapidement. Dernière question. Combien de temps le virus reste vivant? C'est une grande question. Le virus vivant peut rester en moyenne, c'est 9 jours. D'où l'intérêt de garder les gens à domicile une dizaine de jours, mais ça peut aller jusqu'à 15 jours. Donc ça veut dire après 15 jours, on peut ressortir, retrouver une vie normale, gardant la distanciation, le masque, etc. Voilà, c'est une moyenne. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à toutes ces questions et peut-être à la semaine prochaine Stéphane. Pour éclairer nos téléspectateurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Convaincre, sensibiliser aussi sur les bateaux entre Tahiti et Moorea. Les équipes de la direction de la santé font un travail pédagogique. Le vaccin comme propos, la vaccination comme réponse et solution. En effet, médecins et infirmiers sont à bord pour les volontaires qui ont décidé de recevoir le vaccin. Mododos, reportage en mer, Arioué, Tefafana avec Nicolas Suira. Se faire vacciner pendant la traversée Tahiti-Moorea, c'était possible uniquement aujourd'hui. Jérôme et Gustave en ont profité, eux qui n'avaient pas le temps pour ça. À l'heure de rentrée du travail, une rencontre peu commune avec des guides sanitaires. Leur mission, informer les passagers du vaccinodrome situé à l'arrière du bateau. Le vaccin, Jérôme et Gustave le voulaient sans hésitation. Ils ont dit oui. Ma raison, c'est pour protéger ma petite famille. Hein? Et mon papa qui est à l'hôpital après tout. Et qu'il est malade, on ne veut pas qu'il atteigne aussi cette maladie aussi, c'est pour le protéger aussi. Ça tombait bien, hein? Comme il y avait une machin ici sur le bateau, j'en profite. Hein. Ça évite d'aller faire la queue. Voilà, comme je suis en formation là. Un vaccinodrome comme on l'a rarement vu, certains passagers sont même surpris de ce dispositif.
Dans notre pays, c'est pas normal. C'est l'État qui fait la vaccination et tout ça. Et alors, on ne le fait pas dans un endroit comme un bateau ou quelque chose comme ça. Il faut aller à un centre comme public pour se vacciner. Mais c'est une super idée. On voit que les personnes qu'on rencontre ici sur le bateau sont très amicales, hein, surtout pour une première approche. Et par rapport à ce qu'on a aussi sur nos sites d'exécution, aussi sur Ouria, où c'est vraiment différent. Une infirmière et une agent de l'hôpital de Afraïtou ont été mobilisés pour l'occasion. Depuis ce matin, une trentaine de personnes ont reçu la dose du vaccin Janssen. On a eu plutôt des travailleurs et des personnes qui font la navette, voilà, qui vont se rendre visite à leur famille, et puis des personnes de Moria qui reviennent chez eux. Pourquoi le Janssen n'est pas le Pfizer? D'abord parce que ça ne nécessite qu'une piqûre, donc les personnes n'ont pas besoin de prendre un deuxième rendez-vous et revenir pour se faire vacciner. Voilà, ils font la piqûre aujourd'hui et c'est fini. Une réelle facilité pour la population de Moria qui font la navette matin et soir. Une chance également pour les employés du bateau qui en ont profité. Ceux qui sont sur les quais aussi, ils ont su que c'était organisé comme tel. Ils sont montés à bord pour faire leur vaccin. Puis les passagers, et puis surtout les membres d'équipage, c'est parce qu'ils sont toujours sur le lieu de travail. Et maintenant, c'est les vaccins qui se déplacent vers eux. C'est new et puis c'est bien. 1 heure de traversée hors du commun, juste le temps de se protéger avant de retrouver la Terre, celle envahie par le virus de la Covid-19. Chapitre école, la rentrée scolaire se poursuit au Fénois avec notamment les élèves des classes de 6e à Arouet. Si ces derniers découvrent leur nouveau cadre de vie, certains font également leur premier pas dans le monde de l'éducation. C'est le cas à la maternelle. Émotion avec ce reportage signé Jemso et Thiro Routois. C'est une nouvelle étape dans la vie de ces tout petits. Fini les journées en garderie ou avec maman. Ce matin, Ryan, Raimana ou encore Okorani font leur premier pas à l'école maternelle. Malheureusement, en raison du protocole sanitaire en vigueur dans les établissements scolaires du Fénois, un seul parent est autorisé à accompagner l'enfant. Je ne suis pas sûr qu'il réalise encore. STP, il est tout petit. Là, c'est une nouvelle garderie, nouvelle école cette année. Ça change les habitudes, ouais. Mais ça va, il réagit bien. La maman, c'est la maman qui devait venir, mais on doit juste un parent. Quoi. C'est lui qui m'a demandé. Je sais pas pourquoi, il m'a demandé de venir avec lui. Pour l'instant, ça se passe bien. J'avais un peu d'appréhension parce qu'elle n'a pas fait de garderie. Elle s'est gardée à la maison, donc pas l'habitude d'avoir des enfants. Mais là, ça a l'air de bien se passer. Elle a l'air de bien apprécier. Bon, après, c'est que le premier jour et pour l'instant, elle joue, donc on verra bien pour la suite. Au collège de Arouet, le protocole sanitaire mis en place l'an dernier est reconduit. Après les élèves de 3e hier, c'est au tour des classes de 6e de faire leur entrée ce matin, accompagnés ici aussi, soit de papa ou de maman. C'est la première rentrée en 6e de mon fils, donc on se devait de venir l'accompagner pour ce grand jour. On est quand même inquiet sur la propagation alarmante en fait, de ce virus, mais bon, on respecte les gestes et on fait en sorte que le personnel des hôpitaux ne soit pas submergé parce que des gens ne respecteraient pas ces consignes de sécurité. Voilà. Je l'ai bien expliqué pour qu'il fasse bien les gestes barrières, donc j'ai aucun souci pour ça. L'année dernière, en pleine période Covid, le collège de Arouet a affiché le meilleur taux de présence des élèves de Polynésie française. Hier, 22 élèves manquaient à l'appel contre 11 aujourd'hui. Là, effectivement, ce matin, nous avons été obligés de refaire l'accueil des parents puisque nous ne pouvons plus accueillir beaucoup de personnes. Toujours dans la protection, les gestes. Nous insistons bien sur le port du masque. Et nous avons tout ce qu'il faut dans les classes, que les parents soient rassurés, gel hydroalcoolique à l'entrée des classes. Du côté du ministère de l'Éducation, on annonce l'installation d'un centre de vaccination au lycée Le Diadème de Pirée la semaine prochaine, suivi d'un deuxième au lycée-collège Lamné à Papeete. Direction les îles à Orutu à l'école, seuls les parents d'élèves des plus petits ont pu les accompagner dans l'établissement. Manière de nuancer leur stress évidemment. Par ailleurs, des notes d'information sont affichées aux entrées des écoles. Certains parents les ont seulement découvertes ce matin. On écoute une maman d'élève. Avec ce que j'ai entendu comme quoi il y a des personnes qui sont malades, j'ai vu des trous sortir.
Mais sinon, heureusement, j'ai fait le chemin, puis je vois les infos ici. Je pense qu'il faut juste écouter, tendre l'oreille, parce que c'est pour nous, c'est pour le bien-être de nos enfants. Et voilà, mais j'ai confiance au personnel, aux instituts. Un message positif. On reste à Rurutu et le collège reprend également ses marques dans le contexte que l'on connaît. Protocole sanitaire et retour en classe progressif. Le but, éviter les fusions trop grandes de la joie des retrouvailles. Les élèves sont accueillis en plusieurs étapes et chanceux. Les petits sixièmes ont eu une journée rien que pour eux. Avec ce reportage de Eya Paro Tokorani. Monsieur le principal en personne pour accueillir les parents et élèves de 6e. Ils sont 38 à faire leur entrée cette année et rejoignent les 148 élèves du collège de Rurutu. Cette rentrée est encore sous le signe de la vigilance et à situation particulière avec le variant à Rurutu, dispositif particulier devant un cas de Covid positif. Un élève est isolé immédiatement, il va être testé, soit en interne, soit avec l'infirmerie, avec le docteur. Et à ce moment-là, on informe aussi évidemment la DG2E de la situation pour voir ce qu'il convient de faire au niveau du groupe élargi, c'est-à-dire ça peut être simplement une classe, mais ça peut être aussi tout le collège. Est-ce qu'il y aurait un vaccinodrome ici au sein du collège? Alors c'est possible, on va donner un courrier aux familles pour savoir si elles sont intéressées, pour les enfants de plus de 12 ans bien sûr. Et dans l'hypothèse où on aurait des gens intéressés, il est possible qu'on mette en place, on en a discuté avec le médecin local, un vaccinodrome dans le collège. En attendant, le moment tant redouté par les 6e est sans aucun doute la découverte de leur professeur principal, celui qui sera en charge de leur suivi et de leur orientation scolaire tout au long de l'année. Découverte pour les plus jeunes, rebelote pour les plus grands, qui profitent de cette journée de rentrée des 6e pour acheter le t-shirt emblématique du collège. Et parce que les parents ont un rôle fondamental dans la réussite de leurs enfants au collège, le principal met un point d'honneur à leur expliquer le rôle de chacun et à rassurer en cette période de crise sanitaire. Oui, je me suis sentie rassurée par rapport à son discours à lui tout à l'heure, mais après on verra par la suite. Comment ça va se passer? Ouais, voilà. Atelier d'information, fourniture scolaire, tout a été pensé en amont pour offrir les meilleures conditions de vie aux élèves. 6e hier, 4e et 3e aujourd'hui, les 5e feront leur entrée jeudi pour démarrer tous réellement les cours vendredi prochain. Vie sociale, on pensait un accord possible entre la mairie de Tayarapu-Ouest et les syndicats. Il n'en fut rien. Le point d'achoppement, l'élargissement du nombre d'heures des personnels à temps très partiel. La grève a eu lieu aujourd'hui en soutien. René Balmezac s'est éteint, ce visage souriant du monde économique local avait quasiment 90 ans. Cet enfant originaire du Caillou était un entrepreneur prolixe cette nuit, l'hôtel Manava. Une vision éclairée de l'univers des affaires, percée sous un regard aux yeux clairs. René Balmezac était aussi un passionné de cyclisme. Condoléances de la part de la première à la famille. Information pratique, la présidence joue les portes ouvertes. Vaccinodrome et zone de test, c'est ouvert dès demain et ça l'est jusqu'à dimanche. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. On vous le rappelle, la vaccination est un moment très important. Voilà donc pour ce journal. On va vous donner l'information principale. Évidemment, elle concerne l'intervention du haut-commissaire et du président du pays, avec de nouvelles mesures décidées par ses autorités. Confinement le dimanche à Tahiti-Moréa, carnet de vaccination et tests négatifs pour voyager vers les îles depuis l'aéroport de Fa'a. Tous les rassemblements sportifs et culturels sont désormais interdits sur l'ensemble du territoire. Ce soir à minuit, vous le savez, début du couvre-feu. Nous sommes en situation d'urgence sanitaire décidée par le gouvernement de Paris. Allez, on va essayer de se distraire un petit peu avec la télévision ce soir, avec tout d'abord une série, La faute à Rousseau, et puis après un très beau film sur l'engagement des enseignants, ce métier du sensible, son titre Primaire. Merci encore de cheminer avec nous, nous espérons des jours meilleurs et nouveaux rapidement. La radio demain au petit matin, Carlos Tatua et Ibrahim Ahmedazi pour les informations, que la nuit soit douce malgré tout. À demain, 19h pour le journal et belle soirée avec nous sur la première.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.